Bonjour à tous, on est ravis de continuer avec vous notre retour sur les publications CSRD. Après le climat, on va démarrer la capsule vidéo sur les autres enjeux environnementaux. Alors, comme convenu et comme sur les autres capsules, un petit exécutif summary pour vous partager les points essentiels à retenir. Ensuite, on passera quand même du temps pour vous partager des bonnes pratiques de présentation sur ces sujets, autres sujets environnementaux. Et puis évidemment, sur ces sujets qui sont à approfondir, on a quand même pas mal de points d'attention sur la pollution, l'eau, la biodiversité et l'économie circulaire. On terminera par des perspectives de simplification sur ces sujets pour les prochains reportings. Alors, vous avez l'habitude maintenant, on a une vision Europe de ce benchmark, on a une vision française avec le CAC 40 et le Next 20, et on a surtout des illustrations pour vous partager des exemples qu'on a pu croiser dans les reportings. Alors, on est toujours sur nos 250, petit caveat, on a utilisé l'IA pour certains résultats, il peut contenir certains biais. L'essentiel, quels sont les points à retenir ? Donc, quels sont les sujets matériels ? Marion, je te passe la parole. Oui, alors sur la base donc de ce panel de 250 entreprises au niveau européen, en pourcentage des entreprises ayant au moins un impact, risque ou opportunité matérielle par thème, on va retrouver 76% l'économie circulaire donc en tête, 50% sont concernés par la pollution, 48% par la biodiversité et 42% par l'eau. Peut-être juste un petit commentaire, on vous mentionne hors entreprise du secteur financier, parce qu'en effet, on l'a mentionné dans une précédente capsule, en intégrant le secteur financier, ces ratios sont tirés à la baisse, du fait notamment, comme le mentionnent ces acteurs, d'une impossibilité de conclure à la matérialité ou non sur les enjeux liés à la nature pour ce secteur-là. Ensuite, on vous rappelle donc toujours l'existence de nos dashboards sur le site internet qui peuvent vous permettre pour chacune de ces thématiques d'aller voir justement la matérialité des ESRS par secteur d'activité, puis la typologie, enfin les sous-thématiques justement de ces ESRS toujours par secteur d'activité, et enfin retrouver sur l'ensemble de ces thématiques. Voilà, vous avez vraiment le détail, donc vous pouvez aller jouer presque avec ces dashboards qui sont à votre disposition. Alors, on continue avec notre petit aperçu de l'essentiel à retenir. Alors, je vais être accompagnée de 3 experts aujourd'hui, mais très rapidement, avant qu'on rentre dans les détails, vous l'avez entendu, on va commencer par la pollution. Donc, la pollution, c'est un sujet, vous allez voir, qui a été matériel pour quand même un grand nombre d'entreprises, une majorité. Ce sujet pollution, il est particulièrement matériel sur le sujet pollution de l'air. Sur la pollution, on a des données complexes quand même à collecter avec du coup un point d'attention notamment sur la granularité, le détail donné par substance, les sites, on reviendra dessus, le détail des plans d'action également. On a quand même des entreprises qui ont publié du coup des tableaux, on vous fournira des exemples de présentation. Sur l'eau, donc l'eau, un des sujets les moins matériels, Marion l'a dit, on a peu d'entreprises qui reportent et surtout, on a quand même une marche à franchir en termes de désagrégation des données. On reviendra dessus avec Olivier. On vous fera aussi un partage du coup des outils qui ont pu être utilisés avec un petit aperçu. Sur les sujets biodiversité, donc c'est un sujet quand même matériel pour près de la moitié des entreprises. Malgré tout, on le sait, la biodiversité, c'est un sujet vraiment peu mature, notamment en termes d'IRO, en termes de politique, de plan d'action, donc peu mature dans la profondeur, mais aussi dans la manière dont on relie nos impacts, nos risques et nos opportunités avec nos politiques, nos plans d'action, ce fameux fil rouge qu'on cite régulièrement au travers de ces vidéos. Pour les entreprises les plus avancées, on commence à voir des choses intéressantes que Sophie vous détaillera. Et puis finalement, cette biodiversité, dans les normes, on avait toujours des notions un petit peu floues, les zones sensibles, etc., qui ont nécessité que les entreprises fassent preuve de transparence et de jugement. On reviendra dessus. L'économie circulaire, c'est la norme environnementale la plus matérielle après le climat. Il y avait une certaine maturité avec l'historique des entreprises françaises sur ces sujets. Jean-Baptiste reviendra dessus. Et donc, par contre,
en revanche, cette économie circulaire, on a quand même dans la norme des sacrées problématiques de compréhension de certaines informations demandées, de certains indicateurs. Et en plus, on voit que certaines entreprises ont développé des sujets entités spécifiques. Jean-Baptiste reviendra dessus. Alors, passons au focus détaillé. Donc, quels sont du coup les points d'attention sur les plans d'action? Alors, les plans d'action. On a une part des entreprises qui mentionnent des CAPEX et des OPEX associés aux actions de leur groupe sur les enjeux environnementaux. Donc, si on revient un peu plus en détail, on a 15% des entreprises qui ont un budget alloué au plan d'action qui concerne les zéro pollution. On a uniquement 7% des entreprises qui ont un budget alloué au plan d'action sur l'eau, 9% des entreprises sur la biodiversité et 15% sur l'économie circulaire. Alors, dans ce constat-là, déjà, c'est pas énorme, mais surtout, on a un niveau de granularité qui est pas très détaillé sur les CAPEX et les OPEX. C'est un sujet qu'on a creusé tout à l'heure avec Olivier sur le climat. Alors, sur le climat, on avait quand même pas mal d'informations, mais on voyait quand même que la granularité par levier était importante. Ici, la marche à franchir est encore plus grande. Et donc, pour beaucoup d'entreprises, finalement, on a des investissements qui ne sont pas toujours spécifiquement fléchés vers ces enjeux. Donc, ça fait partie vraiment d'un point d'amélioration. Après, de manière générale, point d'attention, de toute manière, pour tous ces plans d'action, derrière, il faut être clair sur les leviers et l'investissement en face de chaque levier. Donc, les messages sur le climat sont quand même assez similaires. La pollution, Olivier, donc je vais te passer la parole. Est-ce que tu peux me faire part de tes constats principaux sur le sujet pollution ? Alors Anne, tu le disais, 50% des entreprises hors secteur financier ont déclaré la pollution comme étant matérielle pour leurs activités en 2024, en insistant principalement sur la pollution de l'air. Sur d'autres sous-enjeux, comme les substances extrêmement préoccupantes et les microplastiques, on est beaucoup moins pertinent sur ces sujets-là, puisque uniquement 10 et 7% respectivement des entreprises ont signalé des zéros sur ces sujets-là. Alors, quelques constats globaux sur la pollution. C'est un sujet sur lequel les entreprises ont déjà par le passé reporté. Maintenant, effectivement, au niveau des engagements pour améliorer les impacts, les informations CAPEX et OPEX ne sont pas très fréquentes. Ce qui fait que si on ajoute en plus le fait que les informations sont surtout fournies à un niveau global, c'est vrai qu'en tant que lecteur, on manque peut-être d'informations au niveau détail de chacun des sites pour pouvoir notamment identifier les risques qui existent au niveau local. La collecte de données a été identifiée par pas mal d'émetteurs comme étant un sujet complexe avec des méthodologies qui sont encore en maturation et sur lesquelles effectivement les entreprises ont eu du mal à répondre aux attentes de la CSRD. Un facteur complémentaire de difficulté, c'est l'évolution de la réglementation qui existe en Europe, mais qui a évolué et qui a apparemment perturbé le reporting de certains émetteurs. Alors, si on en vient aux données reportées en termes de tableaux, notamment sur les substances préoccupantes, extrêmement préoccupantes, on a 20% d'entreprises qui publient un tableau soit sur les substances préoccupantes, soit sur les substances extrêmement préoccupantes, dans leur état de durabilité au niveau des entreprises françaises. Se rajoute à ça des entreprises qui communiquent qualitativement. Ce qu'on observe, c'est que ce qui était demandé, c'est les classes de dangerosité. Elles, par contre, n'ont pas été très souvent mentionnées. Ce qui fait qu'on peut retrouver ce type de tableau dans les communications des entreprises. Là, on a un exemple sur les substances extrêmement préoccupantes, où on a des informations sur les quantités soit achetées, soit consommées, soit générées, et sur les devenirs de ces substances, soit dans les produits, soit en termes d'émissions, mais on n'a pas forcément beaucoup plus. Nexens complète cette information sur les substances préoccupantes en justement indiquant les classes de danger sur l'environnement, sur la santé, la couche d'ozone ou sur l'environnement et la santé, donc ce qui est une bonne pratique. Alors, si on passe aux substances polluantes concernées par le registre EPRTR, Total Energy a présenté une bonne dizaine de matières polluantes spécifiquement avec les quantités émises soit dans l'air, soit dans l'eau.
Engie fait de même en présentant également des ratios qui peuvent être intéressants en tonnes émises par gigawattheure produit. Alors merci Olivier. Donc on voit du coup un certain nombre d'exemples de tableaux qui sont plus ou moins exactement ce que demande la norme. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les limites que les entreprises indiquent dans la préparation des informations ? Alors, effectivement, on a plusieurs entreprises qui ont fait état de difficultés actuellement pour à fournir une information complète. Par exemple, Veolia publie certaines informations sur les émissions polluantes, mais pour d'autres, fait état d'une difficulté dans son cas spécifique où il y a beaucoup de sites en Europe et l'information qui est demandée par l'Europe est demandée au niveau des sites. Donc, il n'a pas été possible de consolider cette information qui n'est d'ailleurs pas encore publiée pour 2024 par l'Europe sur les sites officiels. Le groupe Michelin a fait un travail en commençant par les substances extrêmement préoccupantes qui ont permis la publication d'un tonnage global de quantité consommée et Michelin indique la méthode utilisée pour cela. Par contre, sur les substances préoccupantes, là, le travail sera planifié en 2025 et le groupe pourra estimer en 2025 quand il sera en mesure de publier sur ces données préoccupantes. Pour Total Energy, là aussi, on a des explications qui font état d'une différence entre les sites en Europe et hors Europe, puisque la réglementation européenne fait que Total Energy a l'information sur les émissions polluantes, extrêmement polluantes. Par contre, comme les informations sur les sites en dehors de l'Europe ne sont pas demandées réglementairement, il n'y a pas de suivi qui est effectué et il semble très difficile d'estimer lorsqu'on n'a pas le suivi. Donc, pour l'instant, Total Energy va demander à ces sites hors d'Europe de s'engager dans des démarches de suivi pour pouvoir, in fine, faire un reporting complet sur l'ensemble du périmètre. Alors merci Olivier. Donc on s'est également intéressé au sujet microplastique. Donc est-ce que tu peux nous dire ce que tu as noté ? Donc déjà, comment est-ce que les entreprises ont présenté ces informations ? Combien il y en a qui ont reporté sur ce sujet ? Dis-nous tout. Alors 7%, c'est le chiffre des entreprises, hors entreprises financières, qui ont pu identifier un IRO matériel lié au microplastique. D'une façon générale, ces informations sont reportées sous forme qualitative. Très peu ont pu reporter d'une façon quantitative. Il y a un manque de maturité et des méthodologies qui sont encore en phase de génération. L'Oréal fait partie des entreprises qui se sont confrontées à ce problème de quantification et qui sont arrivées à calculer sous forme de quantité maximale les microplastiques introduits dans les produits commercialisés par le groupe. Et donc, on a une sorte d'estimation maximale des quantités de microplastiques contenues dans les ingrédients. Pour le groupe Hello, la société Auchan Retail a pu commencer un travail également de quantification, restreint pour l'instant aux textiles et aux chaussures. Et ce travail va se poursuivre dans les années qui viennent pour pouvoir élargir le périmètre de calcul de ces microplastiques. Alors, merci Olivier pour ces points sur la pollution. On va rester ensemble du coup maintenant sur le sujet de l'eau. Est-ce que tu peux nous redire à quel point ce sujet a été matériel ou non et quels sont les points d'attention ? Alors, tu le notais en introduction, Anne, l'eau est le sujet environnemental le moins repris par les entreprises. 42% seulement, hors entreprises du secteur financier, reportent l'eau avec au moins un IRO matériel. Les ressources marines ne font l'objet que dans 2% des cas d'un reporting sur les reportings annuels. Donc, c'est une norme peu matérielle sur un sujet encore mal appréhendé. La collecte des données s'est révélée complexe. Par contre, il y a quelques bonnes pratiques à noter, on y reviendra, sur les outils utilisés pour faire l'identification des IRO. Alors, quelques exemples de présentation des indicateurs sur l'eau. On va commencer par Engie, qui quantifie au niveau du groupe un certain nombre de données, soit en absolu, soit en ratio. Donc ça, voilà, c'est une bonne pratique. À noter que Engie fournit une définition sur l'eau stockée. Engie est une des rares entreprises pour lesquelles l'eau stockée avait un sens, était matériel. Donc, à noter, vous aurez une définition de l'eau stockée dans le rapport d'Engie. Pour Hermès, en fait, on a également un certain nombre de quantifications, les prélèvements, les consommations notamment, pour deux types d'eau consommée, l'eau industrielle et l'eau agricole.
À noter dans le rapport de Hermès une mention particulière sur l'eau recyclée, qui a des quantités assez importantes parce que Hermès a tenu compte des boucles de recyclage pour évaluer cette quantité d'eau recyclée. Alors, Air Liquide et Hermès ont également une bonne pratique de donner une définition très claire de la façon dont ils ont calculé la consommation totale par bilan massique entre les entrées et les sorties d'eau. Alors maintenant, si on passe aux notions de stress hydrique, avec Saint-Gobain, on voit un certain nombre d'entreprises qui ont pu fournir des informations sur les consommations d'eau sur des sites situés dans des zones à stress hydrique élevé ou très élevé. Et pour cela, Saint-Gobain s'est appuyé sur l'outil Aqueduct, comme on le verra, pas mal d'entreprises pour arriver à définir ces notions de stress hydrique. Air Liquide fait également état de l'utilisation par ces sites de l'outil Aqueduct 3.0 pour identifier les notions de stress hydrique, ce qui a pu permettre au groupe Air Liquide de consolider l'information et de fournir cette information dans son rapport annuel. Alors Olivier, tu as commencé à nous parler d'outils pour identifier les impacts, risques et opportunités sur l'eau, alors en particulier les impacts. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, effectivement, les outils ont été utilisés par pas mal d'entreprises pour identifier les zéros matériels. Alors, si on regarde sur le groupe Kering, en fait, on a ici une liste SBTN, Aqueduct, WWF Risk Filter, qui sont des outils externes. Et Kering s'est également appuyé sur l'outil interne qu'ils avaient depuis une dizaine d'années, qui s'appelle IPNL, qui faisait déjà un certain nombre d'identifications des quantités d'eau consommées. Pour EDF, là aussi, utilisation de l'outil Aqueduct. Et enfin, pour L'Oréal, là, il y a l'utilisation du CDP Water, donc, qui est un outil d'échange d'informations sur toute la chaîne de valeur avec les fournisseurs. Et c'est ainsi que L'Oréal structure sa démarche sur l'eau. Alors merci Olivier pour ces éléments. Je vais me tourner vers Sophie. Donc sur la biodiversité et les écosystèmes, Sophie, est-ce que tu peux suivre un peu la même démarche ? Qu'est-ce que tu as noté comme pourcentage de matérialité et du coup, quels sont tes points d'attention ? Oui, déjà, merci. Première chose, on observe que 48% des entreprises benchmarkées ont identifié au moins un IRO matériel sur le sujet de la biodiversité. Ce qui est intéressant, c'est de le comparer à un chiffre de la Banque centrale européenne qui dit que 72% des entreprises de la zone euro pourraient être confrontées à des problèmes économiques importants dans les années à venir du fait de la dégradation des écosystèmes. Donc on peut s'attendre finalement à ce que ce chiffre de 48%, il évolue dans le temps avec à la fois l'évolution du marché, de la maturité du marché et des outils. Cette norme ESRSE 4, elle a posé une colle à pas mal d'entreprises finalement. Déjà, dans les faits, beaucoup adressaient le sujet de la biodiversité, mais sans forcément relier leurs actions au sujet, et donc sans forcément adresser le sujet de manière vraiment structurée. Résultat, la section biodiversité, elle ressemble souvent à un patchwork d'actions et de politiques qui ne sont pas toujours bien reliées aux zéro matériels identifiés. Pour autant, il y a beaucoup d'entreprises qui annoncent pour le futur une ambition justement de mieux structurer leur approche et de mesurer leur impact. Sur le sujet des indicateurs, justement, globalement, on observe peu de publications d'indicateurs quantitatifs et surtout une écrasante majorité d'indicateurs de moyens, du type pourcentage de fournisseurs qui vont être certifiés. C'est pas complètement étonnant, et ça pour deux raisons. Déjà parce que la norme ESRSE 4, elle était peu prescriptive sur le sujet, et ensuite parce que pour beaucoup d'entreprises, le sujet de la biodiversité, il est matériel surtout dans la chaîne de valeur amont, où forcément les informations sont plus difficiles à collecter. Sur cette base-là, les entreprises qui se démarquent sont celles qui ont mesuré et qui publient leur empreinte biodiversité, ce qui leur permet ensuite de structurer une démarche plus pertinente et ciblée sur leurs enjeux prioritaires. Et enfin, dernier point clé de ce benchmark, qui est un peu l'elephant in the room, c'est le sujet des dépendances à la biodiversité. C'était un sujet théoriquement nouveau pour beaucoup d'entreprises cette année et qui a été très peu adressé ou alors de manière assez high level et qualitative. Il y a quelques acteurs qui ont commencé à s'intéresser au sujet un peu en détail et qui se démarquent, et on y reviendra. Justement, du coup, Sophie, sur ceux qui ont commencé à travailler sur le sujet, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations sur les cadres et les outils qu'elles ont utilisés pour développer leur stratégie biodiversité ? Oui, tout à fait. Déjà, le sujet de la biodiversité étant pluriel et complexe, le grand challenge auquel font face les entreprises sur le sujet, c'est de trouver les outils et les cadres appropriés parmi la myriade des outils existants.
Un préalable à l'action, et ça, c'est la logique de la CSRD avec la double matérialité, c'est de bien identifier, de bien comprendre ses enjeux principaux. Pour ça, on voit que certains acteurs ont utilisé des outils et cadres plutôt qualitatifs, du type de ceux qu'on voit là, donc Encore ou le Materiality Screening Tool de SBTN, qui donnent un bon premier aperçu. Il y a d'autres acteurs qui sont allés un peu plus loin et qui ont utilisé des outils quantitatifs qui donnent une vision plus fine et donc qui favorisent le passage à l'action. Des exemples ici, c'est le Global Biodiversity Score et le Corporate Biodiversity Footprint, qui sont 2 outils d'empreinte agrégés, ou encore l'utilisation d'analyses de cycle de vie. On a ensuite les outils géographiques. On le sait, le sujet de la biodiversité, c'est un sujet éminemment local. Donc, c'est indispensable de compléter les analyses au niveau de l'activité par des analyses au niveau des sites. Et donc, pour ça, on a vu 3 outils émerger dans les rapports. l'IBAT, le VVS Biodiversity Risk Filter et BII. Sachant que chaque outil a ses spécificités et il permet de prioriser ces sites, mais que pour autant, on sait que c'est l'IBAT qui permet le mieux de répondre aux data points sur la proximité avec des zones de biodiversité sensibles. Toujours dans les outils, un sujet chaud de cette année, c'est évidemment la déforestation, en lien avec la réglementation européenne sur la déforestation. Pour ça, on a vu pas mal d'éléments assez qualitatifs et par ailleurs quelques outils intéressants, type Trace et le Global Forest Watch. Ouais. Au-delà des outils, il y a 2 cadres qui sont beaucoup cités, sans grande surprise, la TNFD et les SBTN, qui apportent des guidelines plus précises pour structurer et publier son approche nature. Donc merci Sophie. Effectivement, on a parlé tout à l'heure des notions qui avaient pu poser problème dans les ESRS. Je pense que tu as quelques exemples et tu avais un message à nous faire passer sur les zones sensibles. Surtout sur la notion de proximité avec ces zones. On a vraiment vu de tout, de 0 km à 50 km. Il faut noter que l'IBAT donne des recommandations pour sélectionner la distance appropriée en fonction du type d'activité. Alors merci Sophie. Est-ce que tu as des exemples d'indicateurs qui ont été publiés là, dans ce reporting sur la biodiversité, tout simplement ? Oui, tout à fait. Comme je le disais, beaucoup d'indicateurs de moyens, évidemment, sur ce sujet de la biodiversité pour les acteurs qui ont publié, type par des matières premières sensibles qui sont couvertes par un plan de réduction des risques, ou un peu plus ambitieux, surface dédiée à l'agriculture régénératrice. Mais aussi quelques indicateurs de performance, comme ici avec la publication des résultats de l'empreinte biodiversité faite avec le Global Biodiversity Score, ou encore la surface totale dégradée par l'entreprise sur l'année. Alors du coup, on a une marche à franchir encore sur les notions notamment de dépendance et de résilience. On peut avoir pas mal d'angles morts sur ces sujets. Est-ce que tu peux nous dire si ça a été abordé ? Oui, comme je le disais, ça a été globalement très peu abordé, à quelques exceptions près. On en voit une à l'écran, avec des entreprises qui mentionnent des analyses de risques réalisées, les horizons temporels, les scénarios éventuellement utilisés à plus ou moins long terme et les impacts sur l'activité de l'entreprise. Bon, merci Sophie pour ce tour d'horizon sur la biodiversité. Je vais me tourner vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous faire ton mot sur l'économie circulaire, s'il te plaît ? Oui, Anne. Alors, comme nous le disions tout à l'heure en introduction, plus de 3/4 des entreprises ont retenu cet ESRS comme matériel. C'est donc le 2e ESRS environnemental le plus matériel après le climat. Sur cet ESRS, 3 messages clés. Le premier, les entreprises connaissent déjà bien le sujet, notamment sur la question des déchets qu'elles reportaient historiquement. Mais il y a eu un questionnement important de la part des entreprises sur l'interprétation et la mise en œuvre de ces indicateurs, que ce soit sur les flux entrants, mais aussi surtout sur les flux sortants. Deuxièmement, les entreprises ont su s'appuyer sur leur existant en termes de politique, d'actions mises en œuvre, mais parfois avec un manque de lien entre les indicateurs, les politiques et les actions existantes. Et enfin, 3e point, étant donné la matérialité du sujet, il semble essentiel de davantage mettre en avant le lien entre la stratégie, les IRO, la résilience de l'entreprise et le sujet d'économie circulaire. Ok, merci JB. Alors effectivement, on voit qu'il y a quand même pas mal de sujets sur l'économie circulaire. Est-ce que tu peux d'abord nous parler du coup de la présentation et des indicateurs sur les ressources entrantes, s'il te plaît ? Oui, alors concernant les ressources entrantes, qui est un des sous-sujets de la norme, on constate que moins de la moitié des entreprises reportent sur les indicateurs associés. 42% des entreprises du panel. Concernant la manière dont les entreprises le reportent, on voit ici un exemple avec Michelin. La plupart des entreprises utilisent des tableaux de chiffres avec des annotations qualitatives qui permettent d'appréhender le périmètre de reporting,
qui a été un des sujets qui a posé problème, et la manière aussi dont l'entreprise a interprété les définitions. On peut voir sur la slide suivante un exemple aussi de Vinci, toujours sous forme de tableau et d'annotation qualitative. Alors, après les ressources entrantes, est-ce que tu peux nous dire 2 mots du coup sur les ressources sortantes et les déchets, s'il te plaît? Alors, concernant les ressources sortantes et les déchets, on constate que plus de la moitié, pour le coup, des entreprises du panel ont reporté ces indicateurs, soit 65%. Alors, le chiffre est tiré à la hausse du fait que les entreprises, comme je le disais tout à l'heure, reportaient historiquement sur les déchets et la gestion des déchets. Mais il cache une certaine difficulté de la part des entreprises à reporter sur les ressources sortantes et les indicateurs associés, notamment sur les notions de pérennité attendue et de réparabilité des produits. Alors justement, tu peux nous en dire plus sur ces notions de pérennité et de réparabilité? Oui, alors sur ces 2 indicateurs, on a pu constater que les entreprises ont eu une certaine difficulté à interpréter les indicateurs du fait de l'absence de définition précise, de standards communs et de méthodologie sur la manière de calculer les indicateurs pour un secteur donné. Ce qui fait que les entreprises ont adopté leur propre méthodologie, ici on peut voir l'exemple de Schneider, qu'elles ont détaillé avec les indicateurs qui leur sont parfois spécifiques, et une interprétation spécifique avec une manière de calculer qui peuvent leur être spécifiques. On voit ici aussi l'exemple de Fnac Darty qui a adapté la notion de pérennité avec un système de scoring plutôt qu'une durée. Alors merci Jean-Baptiste. Et en termes d'exemples de présentation sur les indicateurs de déchets, s'il te plaît. Alors concernant ce 3e sous-sujet, donc des déchets au sein de l'ESRS E5, comme je le disais tout à l'heure, c'est une notion que les entreprises reportaient par le passé, historiquement, donc avec moins de difficultés, si ce n'est potentiellement le fait de faire rentrer les chiffres dans les catégories de typologie de déchets et de traitement qui sont demandées par les ESRS. Ici, on voit un exemple d'EDF sous forme de tableau avec les différentes catégories de typologie de déchets et leur traitement, incluant également des notions de déchets radioactifs. Un autre exemple, sur la slide suivante, qui concerne Fnac Darty, toujours sur le modèle d'un tableau avec les typologies de déchets et leur devenir. Un autre sujet, c'est le sujet du entity spécifique sur l'économie circulaire. Qu'est-ce que tu as noté? Alors en effet, sur le SRS 5, certaines entreprises ont adopté certains sujets qui leur sont spécifiques, comme notamment le gaspillage alimentaire qui a été reporté par plusieurs entreprises, comme ici Danone et Accor, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'hôtellerie. Toujours concernant Accor, on peut constater aussi que l'entreprise a publié certains indicateurs qui lui sont spécifiques pour rendre compte de manière plus précise du déploiement des politiques et des actions qui sont mises en œuvre. Par exemple, ici, sur la consommation de plastique à usage unique, classée par typologie d'exploitation, ou également suivant le nombre de produits en plastique qui sont considérés. Alors, on note également un certain niveau de transparence du coup sur les pistes de progression ou en tout cas les pistes de travail qui sont mentionnées aujourd'hui dans les reportings et qui du coup nous donnent des perspectives d'amélioration. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors effectivement, les entreprises ont identifié certaines pistes de travail pour cette ESRS qui a posé plusieurs difficultés pour cette première année de reporting. On voit ici un exemple pour Legrand qui a expliqué en quoi elle n'a pas reporté certains indicateurs, donc en faisant preuve de grande transparence et en indiquant les échéances et les pistes de travail pour ces indicateurs-là. Un autre sujet clé concernant le CRS lié à l'économie circulaire concerne les pistes de travail collaboratives, puisque sur le sujet de l'économie circulaire, la collaboration de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur est clé, par exemple au sein de filières à responsabilité élargie des producteurs. On constate ici, on peut le voir à l'écran, certains exemples de narratifs relatifs à cet enjeu essentiel pour les entreprises. Alors, merci pour ce tour d'horizon à tous les trois. On va en terminer par le mot de la fin sur les perspectives. Alors, comme pour tous les autres sujets, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal et on a beaucoup de parties prenantes qui travaillent et qui remontent du coup des sujets à l'EFRAG. L'EFRAG va rendre une copie, on l'a dit, avec du coup des normes simplifiées fin juillet. Sur la table, on sait que certaines parties prenantes ont remonté des choses comme la nécessité, on l'a cité plusieurs fois au cours de cette vidéo, de la nécessité de clarifier la définition de plusieurs indicateurs
la nécessité également de clarifier si on a du reporting à faire ou non dans la chaîne de valeur. Je vais citer que quelques exemples parce que je pense qu'on a déjà bien couvert ce sujet. On va avoir aussi la nécessité de clarifier le périmètre sur ces normes environnementales, quid de cette notion de contrôle opérationnel, etc. Et puis évidemment, en toile de fond, on a la nécessité de réduire le nombre de points de données tels que demandés par les parties prenantes. Donc, est-ce que Olivier, tu veux nous dire un petit mot, le mot de la fin, le mot opérationnel de la fin? Alors effectivement, sur ces dimensions environnementales hors climat, on constate, surtout par rapport à ce qu'on a pu dire sur le climat, un niveau de maturité qui est plus faible, mais qui devrait s'améliorer si on en croit d'une part les promesses qui sont faites par certaines entreprises et puis surtout par les bonnes pratiques qu'on a pu observer chez certaines qui devraient enjoindre d'autres entreprises à utiliser les mêmes modes de présentation ou de recherche ou d'outils qui devraient in fine déboucher sur de l'information de qualité encore meilleure dans les prochaines années. Donc, merci Olivier pour cette capsule autres enjeux environnementaux et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo.